Bonjour à tous. OK, je vais parler de mon projet dans AF. OK, c'était soutenu par le ERA, ça veut dire le European Research Area, le domaine de recherche européen. C'est un peu compliqué comment ça marche parce que il y a un appel, chaque pays donne de l'argent pour l'appel. Et par exemple, la France, ils sont d'accord de soutenir peut-être 3 ou 4 projets. Après ça, il n'y a plus d'argent. Donc, si tu es dans le, c'est possible que tu aies un bon projet, mais il y a toujours 3 anciennes projets qui étaient plus favorables que le tien. Donc, tu gagnes pas. Donc, je sais pas comment ça marche finalement au conseil, mais et il y a les teams multinationales, donc il y a assez d'argent pour chaque partenaire de chaque pays. Donc, c'était des préventions en médecine personnalisée. C'est un peu structuré. Il y a 3 domaines de recherche. Recherche domaine 1, et tu dois adresser tous les domaines de recherche. Et dans chaque domaine, il y a 2 choix. Donc, par exemple, pour le domaine 1, je peux choisir entre le module 1.1, la recherche préclinique, ou la recherche clinique. J'ai choisi 1.1. Et pour le domaine 2, data et ICT, j'ai choisi, je pense, un choix de technologie et vers l'application en soins. Je sais pas. Donc, je sais pas la traduction, désolé. Et pour la recherche, le domaine 3, c'est un peu intéressant parce que il s'agit pas de science. Il faut un aspect éthique, légal ou sociétal. La société, comment ça va toucher la société. Donc, il faut 3 pays, au moins de 3 et au maximum 7 pays pour l'équipe. Et il faut un chercheur jeune, c'est-à-dire moins que 10 ans depuis son soutenance. Et ils ont les organisations de patients sont encouragées et tu peux soutenir 2 partenaires du même pays. Et ça, c'est mon équipe. Je suis le coordonnateur et j'ai fait de la recherche en l'hémalisation appliquée. Je suis à Bordeaux, évidemment. Il y a mon collègue Gernot Planck, il habite en Autriche. Il développe les modèles que j'utilise. Il était à l'Université médicale de Graz. Et en Chili, on a le jeune chercheur Francisco Costabal. Il fait la modélisation avec l'application d'intelligence artificielle. Et ici, on a un clinicien, Thomas Pamboum. Il va faire il va ramasser les données pour nous. Et on a choisi l'impact sur l'économie. Donc, qu'est-ce que c'est le coût d'une ablation, et si on va faire une autre ablation, ça coûte combien, et si on peut permettre une ablation, ça coûte comment? Quels sont les bénéfices de prévention? Et finalement, on a un groupe de patients, l'Alliance du cours Sud-Ouest, et ils sont pas soutenus, mais on va faire un sondage avec eux, avec les patients, leurs expériences avec l'ablation et les expectations. Donc, qu'est-ce que c'est ça basé sur quoi ce projet? On a regardé dans AF, la fibrillation auriculaire, et ici on a l'oreillette gauche, l'oreillette droite et l'oreillette gauche, et il y a beaucoup de chemins entre les deux côtés. Donc, il n'y a pas une piste que l'électricité prend pour la propagation entre les deux. Tout le monde pense que c'est toujours le Bachmann's bundle, mais dans la moitié de la population, oui, c'est le seul chemin entre les deux. Mais c'est juste 50%. Et il y a les autres chemins, qu'est-ce qu'on est, le sinus coronaire ici, et aussi le bordure de la fosse ovale, ça c'était une valve entre les deux côtés. Et finalement, il y a dans beaucoup de personnes, il y a l'électricité propage dans 2 chemins.
Et plus que ça, il y a aussi le vin de Marchal. C'était très important ici à Bordeaux. On a découvert l'importance pour l'ablation. Il fait l'ablation avec de l'alcool. Aussi, il y a une ligne de bloc qui et c'est variable. Des fois, c'est très long, des fois, c'est très court. On ne sait pas dans l'individu. Et aussi, il y a les ponts musculaires entre les deux côtés et qui ne sont pas toujours présents dans toute la population. Et tu peux voir la fréquence des ponts particuliers. Donc, ça, c'est 67% de personnes ont le petit pont ici et le petit muscle, les muscles et les bandes de muscles. Donc, on pense que les ponts, l'absence et la présence des chemins va affecter l'efficacité de l'ablation. Et on pense que si on peut savoir la connectivité entre les deux oreillettes, on peut mieux planifier l'ablation et ça, c'est la personnalisation. Et comment est-ce que ça va marcher? Parce que c'est pas possible de mesurer directement la propagation. C'est très difficile, c'est invasif. Et on va commencer dans le plan préopératif et on va ramasser les données cliniques non invasives. On va commencer avec l'imagerie et avec les CT et l'IRM et avec aussi le LG-MRA pour savoir les fibroses ou les fibrosés dans les oreillettes. Et on va construire les modèles en 3D géométriques avec l'information de la fibrose. Et en même temps, on va ramasser les ECG pour avoir une idée de l'exophysiologie, c'est la durée d'action de potentiel d'action. Mais on sait qu'on ne va pas avoir assez de données pour recréer un modèle très spécifique. Ce n'est pas possible non-invasif. Donc, on va faire beaucoup de modèles. On va faire beaucoup d'assumptions et on va construire beaucoup de modèles avec des assumptions différentes. Et pour chaque modèle, on va déterminer les meilleures ablations. Mais on ne sait pas encore quel correspond mieux à la réalité, mais on va peut-être construire une centaine de modèles potentiels. Et on va faire tout ça avec l'intervention. Et finalement, dans l'intervention, quand on enregistre les données des électrogrammes, on peut mieux choisir le modèle qui correspond mieux. Et donc, on peut faire ça c'est invasif. On peut directement mesurer les électrogrammes sur la surface des oreillettes. Et on peut regarder le modèle et on peut dire oui, non, c'était une bonne assumption. Et on peut finalement sélectionner le modèle qui correspond mieux. Et on a déjà déterminé les lignes d'ablation spécifiques et on peut suggérer au médecin d'utiliser cette pattern. Et ça c'est tout. Ça, c'est le but du projet. Pourquoi on parle toujours de connexion discrète entre les deux oreillettes? Est-ce qu'il n'y a pas un septum musculaire comme dans les ventricules? Qu'est-ce que tu dis? Why do you always talk about discrete connections between the atria? Is there not a muscular septum like in the ventricles? Oui. Mais c'est bloqué. Oh, well, tu peux pas partager tu peux pas traverser le septum. I've been wondering about it for at least a decade, and in my models I do the same thing. But I was hoping maybe you know whether it's true that it's really so discrete. It is. It's only the rim of the fossa ovalis. Où les myocytes ont traversé, il y a la petite ouverture et les myocytes ils traversent l'ouverture. Mais même pas, sinon il y a un cartilage entre les deux. Une centaine de modèles. Oui. Ça paraît pas beaucoup
par rapport une centaine de modèles, ça paraît pas beaucoup par rapport à le nombre de paramètres qu'il y a dans les modèles. Donc finalement, vous présumez qu'une centaine de modèles suffira à couvrir J'ai dit une centaine, mais on ne sait pas, peut-être, oui, dû à la puissance de... Et il y a une idée de fusion de plusieurs modèles, c'est-à-dire de combinaison. Donc, quand vous allez faire des mesures en salle, vous allez voir que vous êtes proche d'un modèle et aussi proche d'un autre. Est-ce qu'après, il y a aussi c'est juste une lecture dans une bibliothèque où vous allez essayer de fusionner des modèles ensemble pour trouver le modèle optimal? Je pense qu'on va éliminer les modèles. Je ne sais pas exactement, mais peut-être, oui, peut-être après, pour les centaines de modèles, on peut voir, oui, il y a les groupes avec les mêmes ablations et ça serait plus efficace. Et c'est un projet sur combien de temps? C'est sur combien c'est la durée du projet? 3 ans. Chers collègues, aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous parler de 2 projets financés par la FFC, la Fédération française de la cardiologie, où je suis impliqué pour les années 2023-2025. Je vais commencer avec les premiers. C'est les projets diélectriques portés par Pierre Jaïs et Hubert Cochet. Comme je disais, le projet est financé par la Fédération française de la cardiologie dans le cadre des appels à projets nommés grands projets. Ce sont des projets qui peuvent financer de la recherche translationnelle pour 36 mois pour un total de 35 000 €. Et dans ces projets, il y a un fort partenariat avec l'INRIA, l'Institut de mathématiques à Bordeaux, qui est dirigé par Claire Poignard, qui est un expert mondial de la modélisation de l'électroporation et de la pulse field ablation, l'électroporation à champ pulsé. Ces projets, comme vous pouvez voir dans les titres, se concentrent sur le développement d'outils d'assistance thérapeutique basés sur des jumeaux numériques et la modélisation de l'électroporation irréversible, qui est le phénomène à la base de l'ablation à champ pulsé, la PFA. Ici, vous pouvez regarder le plan de travail expérimental qui vise à fusionner les jumeaux numériques obtenus par imagerie avec un modèle mathématique des effets aigus et chroniques de l'ablation à champ pulsé. L'objectif, c'est de fournir des indications sur les cibles qui peuvent entraîner la tachycardie ventriculaire et de fournir aussi des indications sur les paramètres d'ablation à utiliser. Nous avons conçu 3 tâches principales pour atteindre l'objectif primaire. Dans la première tâche, nous allons créer un modèle d'infarctus du myocarde chez la brebis avec l'utilisation de multiples coils d'embolisation. C'est le modèle qui Rick utilise à perfectionner à l'Institut. Et nous allons suivre par scanner CT quand il sera disponible et par IRM les changements anatomiques et nous allons aussi suivre les changements électriques par cartographie des contacts avant et après l'utilisation de la PFA. Ces observations seront utilisées dans la tâche 2 pour créer avec aussi les informations sur les modèles des cathéters et les paramètres d'onde d'ablation utilisés pour créer un modèle numérique de remodélage induit par la PFA. Ces modèles n'existent aujourd'hui dans la littérature. Ces modèles, dans la troisième tâche, sera intégré dans le logiciel musique pour fournir des cibles et des paramètres d'énergie conseillés à utiliser pour la PFA sans cartographie des contacts. Et nous allons valider cet outil dans nos modèles animaux et dans une étude de faisabilité dans 10 ou 20 patients à la fin du projet.
Les impacts attendus sont nombreux, sont assez classiques. Dans ces projets transactionnels, le plus important est qu'en caractérisation et une individualisation plus rapide et précise des cibles peuvent conduire très sincèrement à un taux de réussite plus élevé pour l'ablation de TV et en meilleure qualité de vie des patients avec moins de récidives, de complications et de réhospitalisations. Nous pouvons également identifier certains impacts sociaux, comme la réduction du fardeau économique qui représente cette arythmie débilitante, comme vous pouvez imaginer. Dans cette dernière diapo, vous pouvez voir à nouveau l'organisation des acteurs et des institutions impliquées. À remarquer un avantage important pour ces projets, la collaboration de la société Afera, qui est l'un des principaux acteurs industriels de la PFA, avec Farapulse. Et cette société a récemment été rachetée par Medtronic. Et heureusement, ils ont initialement exprimé leur intérêt à nous fournir leur technologie pour la première série d'animaux qui vont commencer entre janvier et avril 2023. Moi, je ne serai pas seul sur ces tâches, mais il y a déjà un postdoc embauché à temps plein. Je ne sais pas si certains de vous le connaissent, Kostas Vlachos. Il était un fellow qui a été déjà impliqué dans certains projets. Ça, c'est la fin de la première présentation. Donc, si vous avez des questions sur ces projets, je vous écoute. Non, c'était clair? Trop. J'essayais de lire dans vos yeux, mais OK. Je vais passer au deuxième. Je m'excuse, la trame est la même, mais j'ai changé un peu l'ordre des diapos. Donc, vous allez ressentir un peu de changement, un peu de différence entre les deux projets. Alors, le deuxième s'appelle Image AF. C'est en fait la version française d'un projet qui s'appelle Meditation, que j'ai postulé dans le cadre de l'appel à projet de l'EAPERMED qui aide à remporter. Et les formats, en ce cas, du financement de la FFC, c'est la dotation de recherche. Ça veut dire un financement de 24 mois pour un total maximum de 100 000 euros. Les PI sont, en ce cas, Nicolas Derval et Pierre Dos Santos, avec une forte collaboration pour la partie des métabolomiques non ciblées avec l'RMSB et en particulier l'équipe de Anne-Karine Bouzierson, qui vous connaissez déjà. Dans ce cas, l'objectif final du projet est la mise en œuvre d'une nouvelle stratification, une stratégie de stratification plus performante des patients atteints des FA contre les risques de récidive. Donc, on parle de la prévention tertiaire jusqu'à un an après l'ablation par cathéter. Le score des risques est construit selon les étapes suivantes que vous pouvez voir dans ces diapos. La première, c'est l'identification des changements métaboliques induits par la FA qui peuvent être distingués dans les plasmas et l'urine des animaux. Le deuxième, c'est la confirmation d'une signature métabolique observable chez les patients atteints d'FA et traités par ablation par cathéter. Et la troisième, c'est la combination par machine learning des informations cliniques disponibles en routine avec les biomarqueurs métaboliques pertinents pour la FA et classer les patients à risque de récidive en 2 points, 6 mois après l'ablation et 1 an après l'ablation. La phase préclinique vise l'utilisation de notre modèle FA déjà établi. C'est un modèle chez la brebis de stimulation atriale rapide, brebis vieille de 8 à 12 ans. Et nous allons observer les changements dans les métabolites tissulaires et circulants pendant l'installation et la progression de l'FA. Donc, il y a 2 phases.
à différence du projet en masque de la HRFA, il y a 2 phases de monitoring à l'installation de l'arythmie et en phase de remodelage avancé. Vous pouvez déjà regarder les différentes stratégies d'échantillonnage. Il y a un échantillonnage principal qui se base sur l'analyse sur l'échantillonnage et l'analyse des plasmas, du sang et d'urine, et à la fin également du tissu. Il y a une phase, un échantillonnage secondaire qui nous permettra en avenir d'explorer davantage les changements systémiques ou les facteurs de risque qui peuvent porter à l'installation d'un FA ou à une résistance à l'FA. Par contre, dans la phase clinique, l'AFA se présente généralement en présence d'autres syndromes ou comorbidités. Donc, il n'existe pas seul, forcément. Et nous prévoyons de réaliser des prélèvements de plasma et d'urine et d'analyses métabolomiques non ciblées à différents moments, mais cette fois avant et après l'ablation. Et pour choisir les cohortes, les poules des patients, nous avons identifié dans la littérature 3 conditions principales que nous ne pourrons pas mettre a priori dans les critères d'exclusion, comme les maladies tumorales, par exemple. Cette condition qu'on ne peut pas exclure peuvent toucher une partie importante de notre pool des patients. Et nous avons identifié en tant que ces conditions la syndrome métabolique, l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite et le diabète. Nous allons donc recruter et caractériser la signature métabolique des patients affectés par ces conditions, mais sans diagnostic d'FA, ainsi que des volontaires saines, cette ligne-là, tout excluse, dans les mêmes groupes d'âge, bien entendu, afin de mieux discriminer quels métabolites ou changements de ces métabolites sont attribuables, entre guillemets, uniquement à l'AFA. Bien sûr, il n'y a pas de composition linéaire de ces conditions, donc on espère de nettoyer un peu la signature métabolique ou la majorité des aspects qui peuvent vous confondre. Les retombées attendues sont différentes, mais sont similaires à celles que vous avez vues dans la présentation précédente. Et en termes de recherche, nous pourrons décrire pour la première fois les changements longitudinaux de la signature métabolique chez les patients FA, chez les animaux, évidemment, et la validation réussie de ces biomarqueurs métaboliques en tant qu'une caractéristique d'un système de scoring du risque peut ouvrir la voie à l'adaptation et un jour à la personnalisation des soins. Et les avantages en termes de santé publique sont une fois de plus une réduction des réhospitalisations et l'amélioration de la qualité de vie des patients. Et j'ai terminé. Merci. Des questions? Merci. Super projet, Guido. Pour le deuxième projet, du coup, je vois que tu prends les échantillonnages pour la partie préclinique, les échantillonnages baseline, oui. Et puis une fois le FA est établi. Mais pourquoi pas faire aussi des échantillonnages avant FA pour voir quel métabolite, quel changement tu peux voir avant le FA déclenche en vrai. Parce que, en gros, c'est un projet de prévention, a priori. Oui. Donc, peut-être il y a une signature intéressante avant que tu vois l'FA, un changement, enfin, le remodelage électrique. Oui. Eric, merci. Tu vois, il y a un échantillonnage en baseline. Je ne sais pas si c'est ta question. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu as mis un baseline et puis tu lances... je lance la stimulation. Et tu lances le tachypacing et tu as
3 semaines ou quelque chose avant que tu vois l'FA. Oui. Mais pourquoi pas, pendant ces premières 3 semaines, tu fais aussi des échantillage pour voir quel changement ça paraît avant l'FA arrive. C'est possible. La question, c'est la variabilité de l'induction de la FA. Certains brebis prennent en moyenne un mois pour développer une FA persistante. La persistance de la FA, tu l'as vu plusieurs fois, est catastrophique. Ça arrive dans 3 jours maximum. Donc, oui, c'est possible, mais ça nous donne l'information sur l'effet du tachypacing. Oui. Plutôt que l'effet du... En fait, on s'attend toujours d'avoir 20% de brebis résistantes. Oui. Et cela nous permettra d'observer a priori l'effet du tachypacing prolongé. Oui, après c'est quand même une stress. Hein. Ils ont une stress pendant le tachypacing, même avant que l'FA se déclenche. Donc ça pourrait potentiellement sortir des choses. Et c'est un excellent commentaire. L'FA va arriver, tu vas voir la différence entre résistants et non résistants. Voilà. Enfin, c'est dit. D'accord. Moi, je suis pour faire les prélèvements d'urine, il faut prémédiquer les brebis, au moins. Mais moi, j'aimerais faire aussi de l'échocardiographie dans tous ces points d'observation. Donc, ça entraîne une 4e anesthésie. Donc, il faut choisir, oui. Mais c'est bien. Évidemment, c'est un point intéressant. Salut Louis, merci pour ta présentation. Je voudrais savoir, également dans les précliniques, vous avez dit que vous avez utilisé des brebis vieilles. Vous allez également utiliser des jeunes brebis pour voir s'il y a un changement métabolique par rapport à l'âge et voir s'il y a les mêmes changements avant et après les FA chez les jeunes que chez les vieilles. Alors, pour ce qui concerne la chair FA, qui étudie en particulier l'effet du vieillissement, en janvier, on va terminer le recrutement de toutes les brebis. Et à partir de janvier, on va analyser les échantillons de plasma qu'on a dans la banque. Et je pourrais te répondre peut-être en juin s'il y a des métabolites liés à l'âge qui peuvent constituer des facteurs de risque pour la FA. En ce moment, on n'est pas trop sûr. Compte tenu que les brebis ont aussi un métabolisme un peu différent par rapport aux humains. Et les gros facteurs de risque de ces projets, il faut se concentrer sur un seul facteur de risque, un seul point de nouveauté. Les facteurs de risque de ces projets est qu'on n'est pas sûr de retrouver la signature métabolique de l'FA chez les patients. Parce qu'il y a plusieurs conditions qui peuvent confondre la signature métabolique. Tu imagines que l'augmentation des courbes kétoniques qu'on observe dans les brebis est observée quand tu es à jeûne, quand tu as le diabète, quand tu as des dysfonctions de glucose, tu commences à manger tes propres muscles et ça augmente ta concentration des courbes kétoniques circulantes. Donc, peut-être c'est une question de quel métabolite, peut-être c'est une question de combien ils changent et leur rapport. Mais en ce moment, on ne sait pas du tout. Et c'est la majorité du risque de ces projets. C'est pour ça qu'on a impliqué plusieurs chercheurs, plusieurs médecins pour établir les cohortes des patients. Ça n'était pas facile, mais on croise les doigts. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous faire un petit update des actions de mécénat auxquelles
beaucoup d'entre vous ont pris une part importante. Mais avant tout ça, je voulais juste vous représenter l'équipe parce qu'il y a eu quelques changements, comme vous le savez. Donc, toujours sous la direction du Dr Melaz Ossini, qui est la directrice de la campagne. Flavie, que vous connaissiez en stage, continue son apprentissage maintenant pour 2 ans à l'Institut et elle s'occupe plus particulièrement de la partie communication du mécénat. Et on a le plaisir aussi d'accueillir depuis maintenant un bon mois Marie. Si tu veux venir, Marie, juste quelques minutes te présenter parce que c'est l'occasion. On a fait un peu le tour des bureaux, mais tout le monde n'a pas eu l'occasion de pouvoir rencontrer Marie. Donc, juste Marie, est-ce que tu peux te présenter? Hi, everyone. My name is Marie. I am American. I've been living in Bordeaux since January 2020. I'm very happy to be here and joining the team. I started my career in fundraising in New York City at the American Museum of Natural History. And then I got a master's at Columbia University in arts administration, and I worked for an artist residency in New York City for several years. And then I moved to Denver, Colorado, and I worked at the Contemporary Museum of Art there. Then I moved here, and I look forward to working with all of you. Thanks. Donc, comme vous l'aurez compris, Marie va se spécifier et être spécialisée dans le mécénat international qu'on développe énormément à l'Institut. Juste pour vous rappeler également qu'on a un comité de campagne très dynamique qui nous aide dans nos actions de mécénat et qui ouvre son réseau pour que nous puissions conquérir de nouveaux donateurs et de nouveaux mécènes. Donc Michel Vounatsos, François Janson de la région, Bernard Magret, Brigitte Speckmeyer qui représente Boston Scientific, Marc et Laura Bailey que vous avez eu l'occasion de croiser dernièrement, c'est des donateurs américains, et puis Marc Prikaski, le CEO de Seva. Ça, c'est les personnes, le comité de campagne, c'est les personnes extérieures qui viennent nous soutenir. Mais vous savez que nous avons un club des ambassadeurs sur qui nous pouvons nous appuyer, notamment pour nos opérations spéciales. Les opérations spéciales, c'est les activités qui sortent un peu du cadre classique des visites, mais pour lesquelles nous avons besoin de représentants de l'Institut. Donc, en communication et au mécénat, on s'appuie beaucoup sur cette équipe que je remercie aujourd'hui. C'est l'occasion. Cette équipe, elle se renouvelle tous les ans. Donc, en janvier, ces personnes pourront continuer à être ambassadrices. Et puis surtout, certains d'entre vous pourront venir rejoindre cette équipe. Et puis, il y a aussi une équipe impliquée au quotidien parce que pour le mécénat, ce qui est important, c'est de montrer ce que l'Institut fait et c'est notamment à l'occasion des visites. Et ces soutiens engagés, c'est aussi grâce à vous. Et alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais je voulais vraiment aujourd'hui dire un merci tout particulier à Julie, à Dounia, à Aurélien, à Sylvain également, à Nestor, à Rick, qu'on sollicite très très souvent et qui répondent très très souvent positivement. Et je sais que c'est pas toujours facile de se caler. Donc beaucoup d'entre vous, voilà, sont actifs et merci. Et voilà, ça a donné, on a eu pas mal de visites, on a eu des périodes très chargées avec beaucoup de visites et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, ces visites ont donné lieu à des engagements, des renouvellements. Donc, c'est important. En point de vue des chiffres, je voulais vous faire un petit update et vous dire qu'aujourd'hui, sur les 10 millions de collectes que nous devons réaliser au mécénat entre 2020 et 2024, on est à quasiment, il ne manque pas grand-chose pour passer les 7 millions. On devrait les passer là dans les semaines qui arrivent. Mais voilà, on est à 7 millions de collectes. Et cette collecte, elle se répartit sur des fléchages de dons. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont des questions à ce sujet, mais en gros, sur les 7 millions collectés aujourd'hui, on a 67% qui est du don non fléché.
non fléchés. Et là, pour le coup, je vais demander à Hervé de pouvoir vous expliquer plus précisément ce qu'on entend par don non fléché. Alors oui, donc il y a deux types de dons. En fait, dans les dons, il y a les dons fléchés et les dons non fléchés. Peut-être le plus simple, c'est d'expliquer les dons fléchés d'abord, avant d'expliquer les dons fléchés, en disant que les dons fléchés, finalement, c'est des choix du financeur de financer certains projets. Donc, par exemple, on peut avoir des financements sur le scanner, sur la formation, sur des appels à projets ou sur les shares. Donc là, c'est vraiment une volonté du financeur de dire, du donateur, pardon, de dire, moi, je souhaite financer cette action-là. À partir du moment où le donateur, demande cette affectation, on est obligé d'utiliser ces fonds dans ce cadre-là. Et donc, nous, on doit suivre analytiquement ces dépenses pour pouvoir justifier au financeur l'utilisation de ce nom. Donc, du coup, à l'opposé, on a les dons qui sont non fléchés. Ces dons non fléchés, en fait, ça va être des dons qui vont permettre de financer finalement tout ce qu'on n'arrive pas à financer autrement dans l'IHU. Dans l'IHU, comme vous savez, on a plusieurs sources de financement. On va avoir les grants, on va avoir l'ANR, on va avoir les apports des partenaires. On a différentes sources de financement et on a certaines dépenses qui ne sont pas financées. Comme on prend par exemple la plateforme d'animalerie, c'est une plateforme qui aujourd'hui on n'arrive pas à avoir de financement direct sur cette plateforme. C'est difficile de dire dans une grande, il faudrait financer un animalier. Donc ça, finalement, c'est des coûts qui sont des coûts plutôt support pour l'IHU et qu'il faut bien financer d'une façon ou d'une autre. Et ces dons nous permettent, ces dons non fléchés nous permettent de financer ça. Donc aujourd'hui, en fait, quand on a des dons non fléchés, ils rentrent dans un pot commun. Donc, du coup, ils rentrent dans les ressources de l'IHU et ils permettent de financer toutes ces dépenses qui sont des dépenses sur fonds propres. Et ce qui est important de préciser, c'est que dans nos démarches de mécénat, on va chercher ces dons non fléchés principalement. Et c'est quand, comme le disait Hervé, on a une demande spécifique d'un donateur ou d'un mécène, là, on l'oriente vers ce qu'il attend et vers ce qui pourrait également nous arranger principalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les autres structures qui collectent, le pourcentage est inversé. Et nous, on a fait ce choix-là d'aller sur de la collecte principalement non fléchée, mais c'est pas forcément le cas dans les autres structures. Mais cette façon de travailler va permettre à l'Institut d'avoir beaucoup plus de flexibilité et d'avoir cette somme de fonctionnement et de mission générale plus facilement à disposition par le mécénat. Voilà, c'était tout pour nous. Merci. Bonjour à tous. Transition parfaite, puisque de l'argent, il va en falloir. Donc, je vais vous parler d'un sujet d'actualité. Donc, vous connaissez tous, bien sûr, d'un côté surtout personnel, j'imagine. Mais on souhaitait vous faire part de l'engagement de l'Institut dans ce cadre-là, donc qui est la sobriété énergétique. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un contexte pas forcément favorable. Donc, justement, avec des chiffres. On a eu la primeur d'avoir ces informations-là vendredi, puisqu'on a eu en fait une réunion en fait avec le CHU de Bordeaux pour justement discuter de l'augmentation des charges et de la particularité de notre institut. Donc, puisque c'est nous qui prenons en charge et qui finançons notre bâtiment. Donc, c'est l'IHU, via les fonds propres, qui payons ces sommes-là. Donc là, c'était juste pour vous montrer, puis pour vous sensibiliser sur le fait que, on est tous concernés et l'IHU va l'être particulièrement en 2023, puisque vous voyez la progression, sachant que là, il y a juste 2 types de charges. Donc, c'est les charges les plus importantes qui concernent le chauffage et l'électricité. Donc après, il y a plein d'autres charges, mais du coup, on les a pas mis là, parce qu'il n'y a pas forcément d'impact particulier. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous choquer. Et ensuite, on va passer sur comment on peut faire pour tous travailler pour un peu diminuer l'impact énergétique au sein du LIREC. Donc la première chose qui est importante à dire, et je pense que pour ceux qui ont pu aller voir d'autres bâtiments, notamment à la fac ou ailleurs, on est quand même relativement bien lotis, on va dire ici. Donc on a un bâtiment LEED, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est éco-responsable avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc il y a déjà un certain nombre de choses qui sont théoriquement
mis en place. Je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas forcément très bien, d'où après un commentaire sur le fait de signaler tout problème. Donc, dans le bâtiment, normalement, on a l'extinction automatique des lumières le soir, donc à 21h. Les lumières dans les circulations, donc, ils sont sur détecteur de mouvement, donc ça permet aussi de limiter les éclairages. Fermeture automatisée des volets roulants, donc le soir avec ouverture le matin. Donc c'est aussi tout ça, c'est programmé sur le bâtiment. Chauffage central sur le site de Xavier-Arnozan. Vous l'avez constaté, nous n'avons pas de climatisation généralisée. Donc ça fait partie des critères LEED. Les chasses d'eau des toilettes sont à volume d'eau réduit. Donc il y en a beaucoup moins que dans les WC classiques, donc avantages et inconvénients. Gestion du bâtiment par GTC, GMAO, donc c'est un système informatisé, donc il y a une centrale électronique qui gère tous les paramètres en lien avec la gestion du bâtiment sur la partie énergie. Il y a des contrôleurs de CO2 dans toutes les salles, l'amphi et les salles de réunion qui permettent de moduler la ventilation. Les éclairages LED et on a la possibilité d'avoir un suivi des consommations énergétiques. Donc ça, c'est ce qui nous a permis, par exemple, de faire le bilan en carbone ou encore de les suivre donc d'année en année pour voir un petit peu les progressions. Donc voilà ce qui est en place. Donc on est déjà quand même, on va dire, dans une action, dans une démarche de par notre bâtiment de sobriété énergétique. L'idée de ce matin, c'était aussi de vous rappeler quelques bonnes pratiques. Alors, je sais que c'est des choses, vous allez dire, bah oui, c'est évident, mais c'est pas vrai. Je vais régulièrement dans les labos et régulièrement, tout est allumé alors qu'il n'y a personne dans les salles. Donc ça, c'est important. Et puis aussi de fermer les portes parce qu'il y a des systèmes de ventilation et de rafraîchissement. Donc, du coup, voilà. Donc, extinction des lumières en sortant des espaces de travail, donc que ce soit les bureaux ou les laboratoires. Extinction des équipements aussi consommateurs d'énergie, ce qu'on ne fait pas toujours, notamment les écrans d'ordinateur quand on est avec un portable et qu'on part le week-end. Donc, il faut éteindre l'écran, pas juste il est noir, non, il faut physiquement l'éteindre. Pareil pour les équipements de laboratoire, il y a certains équipements qui ne nécessitent pas forcément d'être allumés tout le week-end, notamment les Sorbonne qui sont assez énergivores, pardon, et enfin d'utilisation le soir, surtout avant les week-ends. Donc voilà, soyez vigilants pour éteindre tout ce qui peut l'être. Limiter le chauffage dans les bureaux, donc vous avez pu le constater, le chauffage a été allumé, donc c'est des thermostats qui sont sur les chauffages dans les bureaux, donc n'hésitez pas avant de partir le week-end ou le soir de mettre soit l'éteindre, donc à 0 c'est encore mieux, soit 1, 2 si vous voulez qu'il reste un peu chaud, sachant que comme c'est un thermostat, il va se réguler tout seul. Et si vous aérez, parce qu'on est quand même encore dans cette notion d'aération, éteignez le chauffage. Voilà. Donc il y a une notion aussi de free cooling, donc ça c'est plus pour l'été. En fait, je ne sais pas pour ceux qui avaient été formés à l'ouverture du bâtiment, il y a eu une explication de ce free cooling. Donc en fait, c'est un système d'ouverture des portes et des fenêtres le soir. Donc c'est surtout pour rafraîchir. On ouvre les portes et les fenêtres le soir quand il fait un peu frais ou le matin quand on arrive, et ensuite on ferme pour éviter que la chaleur entre. Donc c'est un système de ventilation et quitte à aussi ouvrir le bureau d'en face pour faire des systèmes d'aération. Pas de chauffage d'appoint. Donc ça, je sais pas, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont un petit radiateur dans leur bureau. Donc ça, c'est normalement pas de chauffage d'appoint. Limiter l'utilisation de l'eau au maximum. Et ensuite, il y a aussi une partie sur la pollution numérique, donc réduire les envois des messages électroniques, faire le tri et supprimer les messages électroniques. Donc ça, vous avez pu le voir, il y a eu beaucoup de campagnes au niveau de l'université ou du CHU pour faire du tri et puis pour limiter tout ça. Et bien sûr, signaler tout dysfonctionnement sur le bâtiment. Donc, n'hésitez pas à venir me voir ou Amanda. Et ensuite, on fait remonter au CHU qui gère notre bâtiment pour essayer de régler toutes les problématiques qui peuvent être contre ces systèmes-là. Je vous fais juste un petit rappel avant de finir, encore une fois, pour positiver sur tout ce qui est en place. Donc, les bonnes pratiques, c'est un rappel pour vous sensibiliser à tout ça. C'est des choses qui sont déjà en place sur notre site. Donc, je vous invite à continuer à être vigilant, à faire attention. Si vous avez aussi des idées, si vous voulez mettre d'autres choses en place, n'hésitez pas. Concernant le recyclage des déchets, donc toutes les filières sont prises en charge. S'il y a un déchet qui n'est pas dans cette liste, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a toujours une
une solution. On essaie de réutiliser des équipements et l'immobilier, voire on fait des dons ou on va en récupérer ailleurs. Donc, privilégier les moyens de transport éco-responsables, ça, voilà, vous le savez tous. N'hésitez pas aussi à contacter vos employeurs parce qu'il y a des primes. Donc, que ce soit l'université ou le CHU ou peut-être l'INSERM, je ne sais pas. Mais pour ceux qui viennent en vélo ou ceux qui font des efforts, il y a des récompenses aussi. Et il y a des composteurs aussi sur le site de Xavier Arnozan pour ceux qui sont intéressés, qui sont à l'Odonto, donc juste là, derrière. Voilà, pour finir, encore une fois, on est vraiment engagé, mais on n'est pas seul. Et au contraire, on s'inscrit complètement dans les démarches de nos fondateurs, de nos partenaires, de nos employés, quelque part. Et surtout, n'hésitez pas, et vous, pour ceux qui sont à l'Université de Bordeaux, vous recevez les newsletters et les informations. N'hésitez pas aussi à aller voir ce qui s'y fait, à aller voir leur implication, parce qu'il y a des groupes de travail, il y a plein d'initiatives qui se font aussi sur les sites. De temps en temps, je vous envoie des messages pour certaines actions, mais vous avez aussi toutes ces informations sur les sites de l'université, de l'INSERM ou du CHU. Et bien sûr, on s'inscrit dans le plan général de l'État et voilà, des actions qui sont mises en place de manière beaucoup plus globale. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions. Ça fait un peu le lien entre les deux sujets dont on vient de parler. En matière de soutien de nos partenaires, plus concrètement sur le fonctionnement bâtiment, on a confirmé au dernier conseil de gestion que le CHU prendrait en charge les frais de fonctionnement du bâtiment, c'est 2025, mais je renonce pas à l'idée d'avancer quand même d'une année dans les discussions. On peut toujours essayer. En tout cas, ce sera pas neutre comme impact financier. Et je voulais aussi rebondir sur la présentation juste avant pour ce qui concerne le mécénat. Donc, la grande campagne mécénat dont on a parlé s'achève. Et en théorie, quand on fait une grande campagne comme celle-ci, on arrête 1 an ou 2. Nous, on a décidé de ne pas arrêter parce qu'on ne peut pas tellement se le permettre. Maintenant, vous comprenez pourquoi, mais ce n'est pas qu'une question de chauffage, c'est un point d'équilibre majeur en fait dans la structure de notre budget de tout l'IHU. Donc, merci aux équipes qui font en fait un sprint qui est en même temps une course de fond. Et donc, on va essayer de soutenir ça et de le développer. Et encore merci à tous pour le temps que vous passez quand on vous demande d'être présent et de pouvoir expliquer ce qu'on fait à l'IHU à nos mécènes. Donc, je pense que là, vous voyez aussi les enjeux qu'on se fixe et merci beaucoup. Et voilà, je pense qu'on peut aller prendre un petit café. Merci.